Mon ex a prétendu être mort pour ne pas payer de pension alimentaire. J'ai bien compris. Vous souhaitez un récit encore plus long et détaillé, tout en conservant le style dramatique, la première personne, le thème de l'ex-mari simulant sa mort pour éviter la pension alimentaire, et l'exigence stricte d'être écrit intégralement en français et sans aucun paragraphe ni bloc de texte. Voici la version augmentée de l'histoire, un bloc de texte massif et continu, prêt pour l'enregistrement. Mon histoire, celle que je vais vous raconter, dépasse l'entendement, c'est une histoire de trahison si profonde qu'elle en est presque burlesque. Si ce n'était pas la mienne et celle de mes enfants, je n'y croirais pas moi-même. Je m'appelle Valérie et j'ai été mariée à Marc pendant 10 ans, une décennie de promesses brisées et de l'illusion d'un amour qui s'est éteint dans l'amertume et les disputes incessantes, surtout quand il s'agissait d'argent. Ce n'était pas seulement la fin de notre amour, c'était la révélation d'un homme que je n'avais jamais vraiment connu, égoïste jusqu'à la moelle. Notre divorce fut un champ de bataille financier, long et douloureux. Chaque audience était une torture où Marc s'acharnait à prouver que je n'étais qu'une profiteuse, une menthe religieuse cherchant à le saigner à blanc. Ses avocats multipliaient les recours dilatoires, les documents falsifiés, les plaintes pour harcèlement, tout était bon pour retarder l'inévitable. La juge, après des mois de délibération, et après avoir examiné toutes les preuves de son train de vie somptueux et de son patrimoine caché, avait statué en ma faveur, m'accordant une pension alimentaire conséquente pour moi et nos 2 enfants, Paul, qui avait 8 ans, et Sophie, à peine 6 ans, un montant que Marc considérait comme une extorsion pure et simple. Il est sorti du tribunal ce jour-là, le visage tordu par la haine et le mépris. Il a croisé mon regard et a chuchoté avec une froideur terrifiante. Tu ne toucheras jamais un centime. Je préfère disparaître que de te donner cette satisfaction. Tu as gagné la bataille, mais la guerre est loin d'être terminée. J'avais haussé les épaules à l'époque, le prenant pour un simple mauvais perdant, un homme qui s'exprimait sous le coup de la colère, mais ces paroles résonneront plus tard dans ma mémoire comme une prophétie macabre. Puis, il y a eu ce coup de téléphone, un appel glacial qui a tout arrêté net. C'était un officier de police d'une autre région, une voix formelle et dénuée d'émotion, qui m'annonçait que Marc, mon ex-mari, le père de mes enfants, était décédé dans un accident de voiture tragique sur une route de montagne isolée. Les détails étaient vagues. Une perte de contrôle, une chute dans un ravin, un véhicule entièrement calciné, un corps fortement endommagé et non identifiable retrouvé près des débris. La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing. Je suis restée là, le combiné à la main, le monde autour de moi s'est figé, un silence assourdissant s'est installé, un mélange étrange de choc et de soulagement s'est emparé de moi, de la tristesse, oui, pour mes enfants qui perdaient leur père d'une manière si brutale et définitive, mais aussi une paix coupable à l'idée que le conflit, le harcèlement incessant, les lettres d'avocats et les injonctions de payer, tout cela prenait fin. L'impact sur les enfants fut dévastateur. Paul refusait d'en parler, s'enfermant dans un mutisme total. Sophie faisait des cauchemars où le visage de son père était déformé par les flammes. Le processus fut rapide, trop rapide, me disais-je, un corps non identifiable, soi-disant reconnu par un ADN partiel ou par les effets personnels retrouvés sur place, tout cela géré par un lointain cousin dont je n'avais jamais entendu parler, un homme étrange, distant, qui insistait pour une crémation. Express pour, disait-il, mettre fin à cette horreur le plus vite possible. Tout était fait pour minimiser les formalités et l'exposition. J'avais assisté à une brève cérémonie, sans cercueil, sans preuve tangible, les cendres dans une urne banale, mais les papiers étaient là, le certificat de décès était officiel, la justice s'était inclinée, Marc n'était plus, et avec lui, l'obligation de verser cette maudite pension alimentaire. Les mois suivants furent étrangement calmes, presque surnaturels, la pression financière et émotionnelle était partie, mais le vide laissé par cette mort subite était palpable. Je me suis concentrée sur les enfants, les thérapies, le soutien psychologique, essayant de les aider à gérer leur deuil, tout en reconstruisant ma propre vie, sans l'ombre menaçante de Marc qui planait au-dessus de nous, la vie reprenait son cours. Les factures étaient payées grâce à mes efforts et aux économies faites. Mais la pension, bien sûr, ne faisait plus partie de l'équation, et c'est dans cette routine apaisée que le doute s'est installé, une petite graine plantée par le hasard. C'était il y a près de 2 ans, et si j'avais continué sur cette lancée, mon histoire se serait arrêtée là, une triste histoire de deuil et de nouveau départ, mais le destin, ou plutôt Marc, dans son arrogance infinie, en a décidé autrement. Un soir, alors que je naviguais sur Internet, le hasard a frappé avec une brutalité inouïe. Je cherchais des idées de vacances pour l'été prochain et je suis tombée sur le blog d'une agence de voyage spécialisée dans les circuits d'aventure en Amérique du Sud, plus précisément sur une page dédiée à la vie des expatriés français à Quito, en Équateur, et là, sur une photo de groupe prise lors d'une fête d'anniversaire, se tenait un homme. Debout, riant aux éclats, un verre à la main, un homme. Qui ressemblait étrangement à Marc, non, pas étrangement. C'était lui, la même coiffure un peu rebelle, cette cicatrice subtile au-dessus du sourcil droit que seul je connaissais, le même sourire narquois que je détestais et que je reconnaissais entre mille, mais il portait une barbe de 3 jours impeccablement taillée et semblait avoir perdu quelques kilos. Il était là, bien vivant, sous le nom de Martin Delacroix, l'ami aventurier du groupe, et le commentaire juste en dessous mentionnait qu'il venait de lancer une nouvelle société d'import-export florissante. Mon sang n'a fait qu'un tour, je suis passé du choc à une colère froide et absolue, une fureur qui m'a glacé les veines et m'a donné une lucidité totale. Marc n'était pas mort, il avait simulé sa propre mort, inventé un accident, manipulé le système, corrompu ce cousin lointain, tout ça pour une seule et unique raison.
Éviter de payer cette pension alimentaire qu'il détestait tant et repartir à zéro avec un nouveau nom, une nouvelle vie, et surtout, sans ses responsabilités passées, la trahison était immense, dépassant tout ce que j'aurais pu imaginer. Il avait non seulement menti à la justice et aux assurances, mais il avait aussi infligé un traumatisme inutile à ses propres enfants, les forçant à pleurer un père bien vivant. Le dégoût m'a submergé. J'ai passé la nuit à éplucher le blog, à croiser les photos, à lire les commentaires, découvrant que Martin vivait une vie de luxe et d'aventure, jouant au golf sur des parcours prestigieux. J'ai même trouvé une photo de lui posant fièrement devant un yacht qu'il prétendait avoir acheté avec les bénéfices de sa nouvelle affaire. L'argent qu'il était censé nous donner servait à financer cette mascarade. Dès le lendemain, sans rien dire à personne, surtout pas aux enfants, dont la reconstruction psychologique était trop fragile pour supporter un tel choc, j'ai contacté Maître Leroy, l'avocat qui s'était occupé de mon divorce. Je lui ai exposé les faits calmement, en lui montrant les photos. La ressemblance était frappante, mais les preuves restaient circonstancielles. Il a d'abord été sceptique, parlant de coïncidence ou de ressemblance troublante. Puis, face à la clarté et à la précision des indices que j'avais glanés, il a senti l'affaire du siècle, le scandale. Il a dit: Madame, si cela s'avère vrai, c'est une fraude monumentale. Il a non seulement fraudé la justice, mais aussi potentiellement les compagnies d'assurance vie. Nous avons immédiatement engagé un détective privé pour se rendre en Équateur, un ancien policier nommé Dubois, pour obtenir des preuves irréfutables, des empreintes digitales discrètes, des enregistrements vocaux, des vidéos claires, des relevés d'identité, des témoignages sous serment. Le détective, un homme patient et méticuleux, a mis 3 mois à boucler son dossier, infiltrant le cercle social de Martin Delacroix, et quand il est revenu, il m'a remis une liasse de documents accablants. Non seulement Marc était bien vivant, mais il avait aussi conservé des comptes bancaires secrets aux îles Caïmans, les mêmes que nous avions soupçonnés lors du divorce, et dont il utilisait les fonds pour financer sa nouvelle identité et son exil doré. L'identité du cadavre calciné avait été falsifiée, le cousin avait reçu une somme importante pour cette macabre mise en scène et avait disparu des radars. L'heure de la confrontation, de la vengeance légale, avait sonné. Je n'avais plus peur, seulement une rage froide et déterminée. Nous avons monté un dossier en béton, visant la fraude, l'usurpation d'identité, l'escroquerie à l'assurance, la falsification de documents officiels, et bien sûr, le non-paiement de la pension alimentaire majorée des 2 ans d'arriérés. Nous avons informé le procureur, qui, face à une affaire d'une telle audace, a immédiatement lancé un mandat d'arrêt international, collaborant avec Interpol et les autorités équatoriennes. La suite s'est déroulée comme dans un film. Marc a été localisé et arrêté par la police locale alors qu'il dînait dans un restaurant chic de Quito avec sa nouvelle compagne, une femme qui a dû se sentir bien naïve et bête en découvrant l'identité et le statut criminel de son Martin. Les journaux locaux se sont emparés de l'histoire, la traitant d'affaire de l'année. L'extradition fut longue et complexe, car Marc, malgré l'évidence, a tenté de se défendre en prétendant à l'identité usurpée, mais les preuves ADN et les relevés bancaires ne laissaient aucune place au doute. Il est finalement revenu dans son pays, menottes au poignet, le visage défait, livide et la barbe négligée, son costume de dandy équatorien froissé et ridicule. Sa nouvelle vie s'était effondrée en un instant, juste à cause d'une photo de voyage et de son arrogance de croire qu'il pouvait effacer son passé sans conséquence. Le procès fut un événement médiatique. On ne voit pas tous les jours un homme jugé pour avoir simulé sa mort pour ne pas payer une pension alimentaire. Les caméras étaient braquées sur moi à chaque fois que j'entrais au tribunal. J'ai dû expliquer aux enfants la vérité horrible. Ils étaient d'abord confus, puis en colère, non pas contre moi, mais contre leur père, pour cette farce cruelle, pour le deuil qu'il leur avait fait subir inutilement. Paul, l'aîné, a demandé: Maman, est-ce qu'il ne nous aimait vraiment pas au point de faire ça? Cette question m'a brisé le cœur. J'ai témoigné avec dignité, relatant le choc, la trahison et le préjudice moral infligé à notre famille. La juge m'a remercié pour mon courage et ma ténacité. Marc, lui, a tenté de plaider la dépression, l'épuisement, la peur de la faillite. Il a même versé quelques larmes de crocodile en prétendant qu'il voulait seulement protéger ses enfants d'un père ruiné, mais la vérité était que c'était un homme lâche égoïste qui avait mis en scène sa propre disparition par pure cupidité et ressentiment. Le verdict est tombé comme un coup près. Non seulement il a été condamné à une lourde peine de prison ferme pour toutes les charges de fraude, d'escroquerie et de falsification, mais la juge a également ordonné la saisie de tous ses biens, y compris les fonds retrouvés à l'étranger, pour régler l'intégralité des arriérés de pension, majorer des dommages et intérêts considérables pour le préjudice moral et le coût de l'enquête privée. Une victoire totale. Pas seulement financière, mais surtout morale. Un moment de justice rétabli. Après l'onde de choc de cette trahison, sa réputation était détruite. Il était devenu la risée des médias et le symbole de la lâcheté paternelle. Aujourd'hui, Marc est en prison, ses rêves d'aventure envolés, purgeant sa peine, et moi, je continue de vivre, la tête haute, libérée du poids de son mensonge odieux. Mes enfants ont du mal à pardonner, mais ils avancent, sachant que la vérité a triomphé. Je n'ai plus peur, je n'ai plus d'amertume, juste la satisfaction de savoir que, parfois, la justice, même face à l'absurdité de la situation, finit toujours par rattraper les fantômes qui tentent d'échapper à leurs responsabilités. J'ai utilisé l'argent récupéré pour payer les études des enfants et acheter enfin la maison dont nous rêvions, une maison où le passé ne peut plus nous atteindre. Cette histoire est la preuve que même les plans les plus machiavéliques, montés par la lâcheté, peuvent être démasqués par un simple clic et la vigilance inébranlable d'une mère déterminée à protéger sa famille. Je ne suis plus la Valérie naïve qu'il a connue, je suis Valérie, la survivante. L'injustement veuve qui a démasqué son faux cadavre. C'est mon histoire,
L'histoire d'une veuve frauduleuse qui a retrouvé son ex-mari bien vivant à l'autre bout du monde, une histoire à peine croyable, mais malheureusement vraie.